Comprendre l'organisation sociale et les structures de pouvoir des Berbères antiques, c'est pénétrer dans un univers complexe et fascinant, où coexistent traditions tribales, liens de parenté et aspirations à des formes d'organisation plus larges. Loin de constituer un bloc monolithique, la société berbère de l'époque se caractérise par sa diversité, s'adaptant aux spécificités géographiques, économiques et aux influences extérieures. La tribu, unité sociale fondamentale, structure l'ensemble de la vie politique et sociale berbère. Composée de familles unies par des liens de sang, de mariage ou d'alliance, la tribu occupe un territoire défini et partage des valeurs communes. À sa tête, le chef, souvent désigné pour ses qualités de guerrier, de sage ou de négociateur, exerce une autorité reconnue, mais non absolue. Car l'un des traits marquants de l'organisation politique berbère réside dans son caractère démocratique et consultatif. Si le chef tribal jouit d'un prestige certain, ses décisions importantes sont soumises à l'approbation de l'Assemblée des hommes libres, véritable instance de délibération et de prise de décision collective. Malheureusement, les sources écrites contemporaines de cette époque sont rares et souvent partiales, provenant principalement d'observateurs étrangers, comme les Grecs et les Romains, qui ont projeté leur propre schéma d'analyse sur la société berbère. Salluste, dans son ouvrage La guerre de Jugurtha, nous offre néanmoins un aperçu précieux du fonctionnement de ces assemblées tribales chez les Numides. Les rois n'avaient pas le pouvoir de faire la paix ou la guerre sans le consentement du peuple assemblé. En temps de paix, c'était le conseil des vieillards qui jugeait les affaires les plus importantes. Hérodote, quant à lui, décrit dans ses histoires l'importance des liens familiaux et tribaux chez les Berbères. Chez les Libyens, chaque homme épouse plusieurs femmes, et lorsqu'il meurt, ce sont ses enfants qui héritent de ses biens et de ses femmes, écrit-il. Au-delà de ces témoignages fragmentaires, les historiens s'appuient également sur l'analyse de l'organisation sociale des Berbères à des époques plus récentes, ainsi que sur l'étude des langues et des traditions berbères transmises oralement à travers les siècles pour reconstituer le fonctionnement de ces sociétés anciennes. L'assemblée tribale, réunie lors d'occasions importantes, guerres, traités, règlements de conflits, permettait aux hommes libres de la tribu de s'exprimer, de débattre et de voter les décisions qui engageaient l'ensemble du groupe. Ce système, basé sur le consensus et la participation directe, témoigne d'une certaine forme de démocratie primitive où l'avis de chacun était pris en compte. Le pouvoir du chef, loin d'être héréditaire et absolu comme dans les monarchies orientales, reposait sur sa capacité à fédérer les membres de la tribu, à faire respecter les coutumes ancestrales et à assurer la prospérité du groupe. Au-delà de la tribu, d'autres structures politiques plus larges ont vu le jour chez les Berbères. Des confédérations tribales, rassemblant plusieurs tribus sous l'autorité d'un chef supérieur, se sont progressivement constituées, notamment chez les Numides et les Maures. Ces alliances, souvent temporaires et fluctuantes, étaient principalement motivées par des impératifs militaires, économiques ou diplomatiques, permettant de faire face à des menaces extérieures ou de conquérir de nouveaux territoires. L'organisation sociale berbère, basée sur l'équilibre entre l'autorité du chef, l'importance du Conseil des Anciens et la participation des hommes libres aux prises de décision, a longtemps permis à ces populations de préserver leur autonomie et leur identité face aux empires qui se sont succédés en Afrique du Nord. Comprendre cette organisation est essentiel pour appréhender les résistances opposées aux envahisseurs étrangers, mais aussi pour mesurer l'influence des structures tribales sur l'évolution politique et sociale du Maghreb au cours des siècles suivants.